Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 14 février 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Oui, 14 février, fête de la Saint-Valentin, fête des amoureux. Pour l'occasion, je vous offre ce petit texte tiré de cet ouvrage de l'inanité de la littérature d'Annie Lebrun. Un petit clin d'œil en passant à Élisabeth, qui aime beaucoup Annie Lebrun. Alors, c'est un entretien ici qu'a donné Annie Lebrun à Mathias Pauvert. L'amour est une association de malfaiteurs. Le désir a-t-il un sexe? Non, sûrement pas. À l'inverse de ce que prétendaient les néo-féministes dans les années 70, je crois, comme André Breton et Paul Éluard, que la pensée n'a pas de sexe, ne se reproduit pas. Autre façon de dire que le désir n'est ni masculin ni féminin, parce qu'il est toujours à l'origine désir d'être autre, nous entraînant parfois au plus loin de ce que nous sommes. Et c'est la raison, l'affolante raison pour laquelle n'importe quoi, et pas seulement n'importe qui, peut provoquer le désir. N'importe quelle partie du corps, bien sûr, n'importe quelle partie du corps, n'importe quelle particularité physique à partir de laquelle le désir peut s'élever comme un orage soudain qui chasse toutes les couleurs du paysage. Mais il y a aussi de curieux fins d'après-midi, de curieuses fins d'après-midi, des matins d'hiver dont la netteté tranchante vous ouvre comme un fruit. Il y a des paysages qui arrivent en vous à la matière du trouble. C'est toujours un peu moins simple qu'on veut le dire. La libération sexuelle a-t-elle eu lieu? Je serais tenté de dire non. Rien n'a beaucoup changé, si ce n'est que la contraception a apporté à la femme une liberté de mouvement jusqu'alors inimaginable. Si on peut parler de libération des femmes aujourd'hui, ce n'est pas du tout grâce au féminisme, mais au fait que, par la contraception, les femmes ont pu décider de leur corps en échappant à des contingences organiques qui les entravaient depuis toujours. Mais je le répète, il ne s'agit que d'une liberté de mouvement, même si celle-ci s'est étendue dans le monde du travail, changeant peu à peu l'image de la femme dans la société et aussi pour l'homme. Je reste pourtant persuadé que dans les profondeurs, rien n'est jamais acquis. Tout recommence à chaque fois pour chacun. Comme dans les contes de fées, heureux ou malheureux, c'est toujours « il était une fois ». La liberté passerait par le rejet des lois biologiques? On ne peut pas rejeter les lois biologiques, mais on peut ruser, prendre des distances avec elles. Dès qu'on pense, on s'éloigne des lois biologiques. La pensée, pas plus que les constructions du désir, n'est naturelle. Le désir, comme la pensée, est un artifice, mais un artifice sans lequel, dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas de feu d'artifice. Mais cela peut provoquer des bouleversements naturels. Oui, justement. Il y a quelque chose de criminel dans le fait de penser. La pensée est un crime sexuel? Ça pourrait se dire comme ça, car il y a une violence dans la pensée, qui est non seulement d'enfreindre l'ordre des choses, mais surtout d'échapper au filet du temps organique, du temps de maturation. D'ailleurs, n'est-ce pas le propre du désir
de nier le temps, admis par tous pour inventer un autre temps. La Terre est-elle un être vivant? Quelque chose qui vit comme un organisme, bien sûr. Et c'est faute d'en avoir eu conscience qu'on commence à se rendre aujourd'hui compte, catastrophe après catastrophe, que tout se tient, que la vie est aussi bien en nous qu'au dehors de nous. L'amour recule-t-il avec les destructions dues au monde moderne? Je suis sûr que oui. En se croyant le seul être véritablement vivant dans la nature, l'homme occidental, peu à peu, restreint le monde à sa mesure. Paradoxalement, il n'en est pas devenu plus grand, mais beaucoup plus petit, chaque jour beaucoup plus petit. Ainsi, dès lors que l'arme atomique a permis la destruction de l'univers, la possibilité de négation de l'univers par la pensée, sur laquelle se fonde le pouvoir illimité de l'imaginaire, a virtuellement disparu. L'imaginaire amoureux n'échappe pas à cette menace qui se manifeste déjà en rendant peu à peu tout relatif. Et c'est très grave parce qu'une passion relative n'est plus une passion. Quand tu as un amour qui fait la part des choses, il est déjà arrangé du côté des choses. Croyez-vous à l'amour avec un grand A? Il faut toujours se méfier des majuscules. En ce qui concerne l'amour sous le grand A dont vous parlez, vient habituellement se fourrer tout un fatras d'idées, de sentiments, d'interdits que la plupart ont la naïveté de prendre pour les leurs, mais qui ne sont que les résultats des diverses pressions morales, religieuses, avec des impératifs sociaux, des modes, ce qui n'a rien à voir avec l'aventure de deux êtres qui, se rencontrant, vont se mesurer l'un à l'autre. Aventure au sens dangereux du terme, qui se vit contre le reste du monde. L'amour est une association de malfaiteurs, pourrait-on dire, contre la force des choses, contre la durée, contre l'insignifiance. Et c'est en s'opposant ainsi à ce qui est que, bizarrement, l'amour introduit, sinon de l'ordre, du moins du sens dans l'univers, mais pas du tout le sens dont on nous parle ici ou là. Quand l'amour existe entre deux êtres, ce qui est rare, il faut aussi le dire, il ajoute du sens au monde, mais à la manière d'un champ magnétique, redessinant soudain à ce qui est, à partir de ce qu'il y a de plus particulier dans chacun des êtres en présence. On parle du début. Oui, à chaque fois tout recommence. Décrivez-moi un homme maquillé qui vous plaît. Il y a deux images d'hommes maquillés qui me sont restées en mémoire. L'homme découvert en pleine page d'une revue underground des années 70, au regard perdu fardé de colle, à l'étui peigné ouvragé, allongé nu sur un sofa. C'était comme si la masculinité renaissait sous l'ornement. Cet homme n'avait rien d'efféminé, mais provoquait la même sorte de trouble qu'une des Salomé de Gustave Moreau, quand l'abondance de parures rend plus précieuse qu'un bijou les oasis de peau encore dénudées. Je pense aussi aux extraordinaires maquillages des papous. C'est la grande aventure, la grande nature, luxuriante, luxueuse, qui revient là sur le visage, comme si la force d'un paysage venait se concentrer dans un visage, comme si l'homme s'accouplait avec la terre, plutôt comme si en surgissait, splendide, le résultat improbable. Parlons des dessous. Un dessous masculin vous fait-il fantasmer? Ce ne sont jamais les dessous qui font fantasmer, ce sont les dessus. Dans le vêtement masculin, il n'y a pas l'équivalent du porte-jartel, mystérieuse petite échelle. Pourtant, la chemise est une étrange partie du costume masculin, telle une autre peau qui peut aussi bien être flaque de couleur ou de lumière, qui se glace ou s'évapore sous la main.
Quels sont les visages actuels du puritanisme? On assiste aujourd'hui à un processus très fort d'embourgeoisement, d'une société qui essaie de reconstituer la famille, même à travers ses formes les plus atypiques. C'est pour moi le nouveau visage du puritanisme, dire implicitement qu'il n'y a plus de différence, que nous sommes une grande famille, pour mieux niveler, normaliser. En fait, on vous permet de jouer de vos différences à la condition d'être au bout du compte comme tout le monde. Que pensez-vous de la loi contre le harcèlement sexuel? On a rarement vécu au milieu de telles contradictions. Il y a d'un côté une continuelle incitation à la provocation sexuelle. La mode propose des chemisiers transparents sur seins nus. Les publicités des parfums jouent essentiellement sur l'orgasme. Et d'un autre côté, le puritanisme s'apprête à légiférer, à punir. Rien n'empêche de faire ce que l'on veut chez soi. Oui, mais reste que cette société provoque et réprime à la fois. En quoi ce projet de loi est-il puritain? Le harcèlement sexuel est impossible à définir, pour la raison que la provocation joue dans les deux sens. Va-t-on interdire la mini-jupe au travail, tous les vêtements en stretch? Mais du coup, j'ai très peur parce que ce projet est peut-être un commencement d'application du programme proposé il y a peu par Elisabeth Badinter dans son essai sur les nouveaux rapports entre les hommes et les femmes. L'un est l'autre, et qui n'est rien d'autre que l'éradication du désir. N'est-ce pas la solution finale de laquelle ont toujours rêvé les inquisiteurs de toutes les époques et de tous les pays, sans pourtant oser la formuler aussi platement? Alors voilà, de l'inanité de la littérature, l'amour est une association de malfaiteurs. Annie Lebrun. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne, ma page Facebook, mon numéro de téléphone, 514-736-0999, et ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges. Et bonne Saint-Valentin à tous. Au revoir.